SOS Béton! Dans votre rêve de vie à la campagne, vous avez sans doute déjà imaginé produire vos propres légumes, ramasser les œufs de vos poules et peut-être aussi fabriquer votre propre pain. Mais avez-vous envisagé de produire vous-même l'électricité que vont consommer les appareils de votre maison ? Eh bien, c'est possible, enfin en partie, grâce à l'énergie solaire. Dans quelques minutes, vous saurez tout, ou presque, sur l'autoconsommation solaire grâce à Cédric, l'expert EFI du sujet. EFI, c'est le spécialiste des économies d'énergie et le partenaire de l'ES Béton dans la production de la série dédiée à la rénovation énergétique dont fait partie cet épisode. Pour illustrer les explications de Cédric, je vous propose, toujours dans ce même épisode, un voyage à Borès-et-Martron. C'est une toute petite commune de Charente-Maritime où Gaëlle a fait le choix de l'autoconsommation solaire pour la grande maison dans laquelle elle vit et travaille. Je suis Amélie Dag et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. On démarre avec Cédric, à qui j'ai demandé avant toute chose ce qu'était l'autoconsommation solaire. L'autoconsommation solaire, c'est le circuit court de l'énergie. C'est une façon de produire son électricité à la maison et de pouvoir la consommer directement. Le premier avantage, c'est une diminution de la facture d'énergie. Et globalement, nos clients, ils arrivent à économiser 30-40% de leur facture d'énergie. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est très significatif. Le deuxième avantage, c'est qu'on devient un petit peu plus indépendant. On va aller moins solliciter de la prise d'énergie sur le réseau. Donc, quelque part, on se met aussi à l'abri des futures hausses possibles de l'énergie. Dans le contexte, c'est quand même un point clé. Bien sûr. Et puis le troisième point, je dirais que ça sert aussi de faire sa part, comme qui dirait, dans la transition énergétique. Il y en a beaucoup de clients qui viennent aussi pour ce point-là. Ok. Donc, comment ça marche ? On installe des panneaux solaires, ça part toujours de ça ? Ou il y a d'autres façons de fonctionner ? Alors, effectivement, l'autoconsommation, c'est avec des panneaux solaires. On installe des panneaux solaires photovoltaïques qui sont donc à même de produire de l'électricité à la différence des panneaux solaires thermiques qui, eux, vont produire de l'eau chaude sanitaire. Donc, avec ces panneaux solaires photovoltaïques, on peut produire de l'électricité pour toute la maison ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, on va produire de l'électricité qui va être consommée par la maison. Donc, au moment où on produit l'énergie, tous les usages qui sont en route à ce moment-là vont pouvoir bénéficier de cette énergie gratuite qui est générée par les panneaux. En revanche, il y a tout un tas de moments où le générateur solaire ne va pas fonctionner, notamment la nuit. Et dans ce cas-là, en fait, on va bien continuer à soutirer de l'énergie sur le réseau. Donc, nos clients, c'est bien des clients qui sont connectés au réseau. Nous, on apporte une solution qui vient en complément d'une solution réseau pour permettre de diminuer la facture et de consommer son énergie localement. À quoi ça ressemble un panneau solaire ? Alors, les technologies ont pas mal évolué. Initialement, ça ressemblait un petit peu à un quadrillage noir et gris. Aujourd'hui, on est sur des choses qui sont beaucoup plus abouties esthétiquement, notamment pour les particuliers. On a des panneaux qu'on appelle full black. Si je dois prendre un exemple, ça ressemble un peu à un gros téléphone qu'on mettrait sur le toit. C'est-à-dire que c'est très noir, c'est très lisse, et en termes de dimension, un panneau solaire, ça fait à peu près la taille d'un homme par 1 mètre de large, quoi. 1m80 par 1 mètre. C'est toujours sur le toit qu'on place ça ? Ça peut être dans le jardin ou... Alors il y a les deux, on peut faire les deux. En règle générale, on essaie d'utiliser les surfaces de toiture parce que en fait, quand on met des panneaux solaires en toiture, on n'utilise pas de surface au sol. Donc c'est quand même l'intérêt, c'est quand même se dire aussi, je produis de l'énergie localement sur une surface de toute façon dont je me sers pas. Et donc en toiture, ça présente du sens. Après, il y a des cas de figure où c'est pas possible en toiture. Dans ce cas-là, en fait, ça peut effectivement être installé au sol dans un coin de jardin. Bon, et entre vous et moi, ça marche que dans le sud de la France, non ? Alors ça, c'est un peu une idée préconçue. On a l'impression que ça fonctionne que dans le sud de la France, mais nous, on a des clients en réalité partout en France. On regarde, même si on regarde un peu, on dézoome un petit peu vis-à-vis de nos voisins européens.
Aujourd'hui, en Allemagne, on a une maison sur 4 qui est installée. Ah oui. Les Pays-Bas, c'est un marché qui est gigantesque, qui est 2 fois plus dynamique que la France. La Belgique, c'est pareil. Donc, c'est des pays où globalement, ils ont un ensoleillement qui est moins bon que le nôtre et pour lequel les solutions se mettent vraiment en place massivement. Donc, l'ensoleillement, c'est pas vraiment un sujet. En France, on a un très bon ensoleillement. C'est un peu partout en France, on trouve des très bons taux d'ensoleillement par rapport à nos voisins européens. Donc le lieu où on habite n'est pas une contrainte en fait, c'est ça? Alors c'est pas une contrainte, évidemment que dans le sud, on va produire de l'énergie plus que dans le nord. Ouais. Mais en réalité, l'autoconsommation, c'est une adaptation à la fois de la production avec sa façon de consommer l'énergie. Et donc on cherche pas à produire le plus possible, on cherche à produire en accord avec nos besoins. Et donc, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, on peut avoir des besoins différents suivant la façon, les usages qu'on a à la maison et nos besoins en consommation. Et du coup, on sait aussi s'adapter nous à chaque maison et à chaque type de projet. Et justement, dans le quotidien, une fois qu'on a posé les panneaux sur son toit, dans son quotidien, est-ce que ça change quoi que ce soit? Ça change un peu parce que ce qui change en fait, c'est que je vous parlais tout à l'heure de circuits courts. C'est un peu le solaire, on peut prendre aussi comme image un peu l'énergie potagère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on produit son énergie, on va y faire davantage attention. Donc ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'il y a une sorte de prise de conscience aussi parce qu'on leur met à disposition un outil de supervision à la fois de la production et de la consommation de la maison. Donc on leur met à disposition des outils pour se rendre compte de la manière dont ils consomment et de la manière dont est produit un kilowattheure. Donc il y a une réappropriation aussi de la façon de produire et de consommer. Donc oui, on observe des changements de comportement. Alors j'ai bien compris que son lieu d'habitation n'avait pas forcément d'impact sur la possibilité de bénéficier de l'autoconsommation solaire. Est-ce qu'il y a des contextes particuliers où cette forme d'énergie est particulièrement adaptée? Je sais pas, par la taille de la maison par exemple, ou sa situation, je ne sais pas. Alors il y a des contextes adaptés, effectivement. Les contextes où c'est favorable à l'autoconsommation, c'est quand on a des usages électriques. Donc on parle beaucoup d'économie d'énergie et nous chez EFI on est spécialisé dans les économies d'énergie, donc c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Mais en fait on est un peu dans une équation impossible, c'est-à-dire que d'une part on doit faire des économies d'énergie, il faut qu'on y arrive, mais quand on parle d'économie d'énergie, on parle surtout d'économie d'énergie fossile. Ouais. Là, quand on parle d'énergie électrique, on sait aussi que dans les 10-15 prochaines années, le besoin en électricité, ils vont faire x2. Donc on est un peu dans une équation qui est très délicate. Donc j'allais dire, en fait, les usages électriques augmentant, on va tous se retrouver dans une situation où il va falloir qu'on apprenne à produire plus localement cette énergie électrique. Ceux qui sont aujourd'hui les plus à même, donc les clients qui ont le plus intérêt à le faire, ce sont ceux qui ont déjà passé le pas, c'est-à-dire ceux pour lesquels les usages électriques ont pris une part importante des usages dans la maison. Quand je parle d'usage, je parle par exemple de véhicules électriques. Ouais. Les gens qui ont déjà mis en place un véhicule électrique, qui ont mis une pompe à chaleur, qui sont déjà avancés dans leur réflexion de ce côté-là. Eux, leur besoin en électricité, il augmente et donc il faut qu'ils cherchent des moyens pour couvrir leurs besoins sans dépendre totalement du réseau, puisque voilà, en dépendant totalement du réseau, on dépend aussi du prix associé à ce kilowattheure qui sera acheté sur le réseau. Maintenant que le cadre est posé, je vous emmène voir Gaëlle et son chien Sarko pour qu'elle partage son expérience de l'autoconsommation solaire. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, dans votre grande maison que vous partagez avec beaucoup de gens. Vous allez m'expliquer tout ça. Oui. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez m'expliquer votre histoire avec cette maison? Alors, mon histoire avec cette maison, j'ai rencontré mon mari il y a 9 ans, bientôt 10 ans. Et puis, au départ, on vivait dans un petit logement qui était à côté d'ici, mais cette maison lui appartenait. D'accord. Et puis, il s'est trouvé que par le hasard des choses, les personnes qui vivaient dedans ont décidé de partir. Et du coup, il s'est demandé ce qu'il pouvait en faire. Donc, je l'ai visité pour une première fois et j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme. Ouais. Donc, je lui ai dit, allez, on va dedans et on va faire plein de choses dedans. D'accord. Un potentiel, pourquoi alors?
Eh ben, au départ, c'est vrai qu'il y avait tout à faire dedans, mais je trouvais qu'elle, enfin voilà, c'est une maison qui a une âme. Il y a de la pierre, il y a des gens qui ont vécu dedans. Il y a toute une histoire dans ce village. Toute la famille une bonne partie de la famille de Jean-Yves a vécu dedans, des gens que j'ai pas connus. Ouais. Mais voilà, il y a une âme. D'accord. Puis quand j'étais dedans, je m'y sentais bien. Il y a de bonnes énergies. Voilà. Ça m'a donné envie. Envie d'y vivre. Envie d'y vivre, voilà. Et de lui redonner vie, quoi. C'est ça. C'est D'accord. Ça, ouais. Elle était dans quel état quand vous l'avez récupérée? Elle était dans son jus des années 40. Ouais. Voilà, dans son jus, c'est-à-dire des murs bien cimentés, vous savez, comme ils savaient faire dans le temps, là. Bien solide. Bien solide, et puis pas forcément tout droit. Il y avait en bas un vieux plancher avec du vieux carrelage. Il y avait des fenêtres en bois avec un simple vitrage. Il y avait un grand grenier sans un flocon de laine de verre dessus. Il y avait une toiture qui était à refaire. Enfin, sur le papier, elle était pas forcément top, mais moi, je voyais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se transformer, quoi. D'accord. Et voilà. Vous avez entamé une grande part des travaux vous-même, en fait. Vous avez réalisé quasiment la totalité, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, en plus, mon mari a une scierie, donc le bois est à profusion. Ce qui aide aussi. Et puis, petit à petit, au départ, on a fait le bas, enfin la cuisine, et puis le salon, et puis après, j'ai entamé la cage d'escalier, les chambres. Et puis après, je trouvais que dans le garage à côté, on pouvait faire un four à pain, donc on a construit un four à pain. Et puis maintenant, je m'agrandis de l'autre côté. Donc vous travaillez à la maison. Est-ce que vous voulez bien dire aux auditeurs ce que vous faites comme métier? Je suis accueillante familiale pour adultes handicapés. D'accord. Et vous accueillez en ce moment 3 personnes, hein, oui, c'est ça, vous m'avez dit. C'est ça. D'accord. Et donc, vous avez installé un système d'autoconsommation solaire. Ouais. Alors, peut-être à la fin de tous ces travaux-là, comment ça s'est passé? Ah oui, ça a été fait l'année dernière. Au départ, je voulais tout isoler correctement. Ouais. Ça, c'était la première étape. Et puis après, changer toutes les fenêtres parce que c'est un coût aussi de faire tout ça, et on fait donc petit à petit. Et puis avant, les panneaux solaires, ça m'intéressait pas tellement parce qu'en fait, on faisait que revendre l'électricité. Ouais, c'est vrai. En plus, on la revendait beaucoup moins cher qu'on l'achetait, donc je trouvais pas ça très cool. Et puis, quand j'ai découvert qu'on pouvait être en autoconsommation, alors là, ça a commencé à vivement m'intéresser. J'avie vu la publicité EFI l'a fait, je la trouve rigolote, cette pub. Donc j'ai dit, tiens, je vais appeler, on verra bien. Okay. J'ai rien à perdre. Et puis, je suis tombée sur des gens super sympas qui m'ont bien expliqué, surtout. Ouais. Pas chercher à vendre quelque chose, mais expliquer l'intérêt. Il y a une étude qui a été faite avant de me proposer un devis. J'ai trouvé que la démarche avait été vraiment intéressante. D'accord. La façon dont ils abordaient les choses. On avait fait venir une première personne 1 an auparavant, et j'étais pas du tout convaincue parce que ce qu'il voulait, c'était vendre son produit. Et en fait, il y avait pas eu d'étude d'impact de fait, des choses comme ça, si vous voulez. On peut pas rentrer dans un investissement comme celui-là sans avoir une idée de quand est-ce que ça va être amorti. Bien sûr, Alors, ils vous donnent pas des chiffres exacts parce que ça dépend beaucoup de la façon dont vous les utilisez, vos panneaux. Oui, parce qu'en fait, c'est votre façon de consommer l'électricité qui va faire que vous allez faire beaucoup ou pas beaucoup d'économies. Ok. Si j'utilise tous les appareils la journée quand mes panneaux produisent, je fais faire beaucoup d'économies. Si je les utilise la nuit, aucun intérêt d'avoir des panneaux solaires. Donc, à quoi ressemble cette installation aujourd'hui? Elle est sur le toit de notre très très grande maison. Donc, il y en a 24 panneaux. Ah oui, d'accord. Donc, on a une grosse production d'électricité, mais qui correspond à la taille de la maison. Si j'avais un petit pavillon de 120 mètres carrés, je peux pas mettre 24 panneaux. On avait la chance d'être très bien orienté au niveau de la toiture. Et rien, comme la maison est très haute aussi, aucun arbre et rien qui fasse de l'ombre. Donc, on avait les conditions optimum pour la production. C'est vous qui appuyez sur les boutons de beaucoup de choses. La machine à laver, le lave-vaisselle, le sèche-linge. Du coup, ça m'a donné envie de mettre des prises avec télécommande, ce qui fait que le soir, je coupe tout ce qui est en veille. Qu'avant, j'y pensais même pas. Ah ouais, clairement. Mais en fait, c'est des petits gestes comme ça. Le fait d'avoir les panneaux et de savoir que quand vous produisez, c'est gratuit. On est tous pareils, on regarde notre portefeuille. Oui, ça m'a fait complètement changer ma façon de consommer l'électricité. Ouais, complètement. Mon regard sur l'électricité est plus le même avant. Ça arrivait au compteur. C'était magique, quoi. On est tous pareils. Sauf que quand vous commencez à être producteur,
et que vous savez que vous produisez, alors pas seulement quand il fait beau, hein, contrairement aux idées reçues, mais parce que ça marche avec la luminosité et non pas avec le soleil. D'accord. Et mais qu'à partir du moment où il fait nuit, ben vous pompez directement sur votre compteur. Ouais. Et ben là, vous réfléchissez. Il y avait la notion d'heure creuse, heure pleine, mais c'était encore un peu vaste pour moi. Bon, finalement, s'il y avait besoin de faire tourner une machine la journée, heure creuse, heure pleine. Bah oui. De toute façon, il faut que je paye. Elle est pleine, il faut y aller, quoi. J'y vais. Et ben maintenant, je peux vous dire qu'elle tourne jamais la nuit. Non. Et pourtant, on est nombreux et j'ai des machines à faire tourner, mais en plus, vous avez une application sur votre téléphone où vous savez exactement ce que vous êtes en train de produire. Le truc bien addictif, non? Au début, on doit le regarder tout le temps, en se disant non. 10 fois par jour. C'est ça. Parce que c'est un joujou, quoi. Bah oui, c'est ça. Oh là, chouette, je produis. Je suis super forte aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, après, vous savez, c'est des automatismes qui viennent. Vous savez qu'en fonction de la lumière, je regarde de temps en temps, quoi. Mais au départ, c'était tout le temps. Maintenant, oui, si je le regarde une fois par mois, puis bon, en plus, je reçois des mails me disant que par rapport à l'année dernière, j'ai économisé tant et tout. On est hyper assisté, quoi. Ah ouais, non, mais puis l'économie, elle est réelle parce que nous, on a tout fait en même temps, c'est-à-dire qu'on a investi dans les panneaux, mais on avait une chaudière au fioul, on a installé une pompe à chaleur, une grosse pompe à chaleur forcément parce que la maison est très grande, et une voiture électrique. Ouais, d'accord. Donc je m'étais dit, ça va être un peu difficile d'avoir le recul sur la consommation. Quand on change tout en même temps. Et en fait, même en ayant tout changé en même temps, j'ai reçu le mail hier, c'est pour ça que j'avais pensé à vous. Au mois de mars, par rapport à l'année dernière, j'ai économisé 180 € d'électricité. Tout en ayant utilisé la pompe à chaleur, la recharge de la voiture électrique. Et tous les mois, c'est banco, malgré la consommation d'électricité supplémentaire qu'on a apportée à notre consommation d'avant. Et la hausse du coût de l'énergie. Oui, non mais oui, aussi. Mais bon, déjà, même en termes de kilowatts, je consomme beaucoup moins. Il y a pas photo. Alors, si on revient aux panneaux solaires, donc vous recevez le devis, vous estimez contente et vous décidez d'y aller. Vous vous souvenez de l'installation? C'était compliqué, c'était long? Oh non, ils ont mis un peu plus d'une journée. Ah oui. C'est très rapide. Ouais. Très très rapide. Ils sont arrivés à 3-4 gars. Et en plus, ce que j'aimais aussi, c'est qu'ils font travailler les entreprises locales. D'accord. Donc, on a la garantie EFI quand même. Okay. Mais ils travaillent qu'avec des entreprises qui sont RGE depuis minimum 5 ans. Donc c'est aussi un gage de qualité et en fait ils prennent tout en charge. Nous on a fait un emprunt forcément pour pouvoir payer l'installation qui était quand même conséquente parce que 24 panneaux ça représente un certain prix et toutes les démarches ils s'occupent de tout. C'est tranquillisant, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, vous n'avez pas besoin de ceci, vous n'avez pas besoin de cela. Ils travaillent avec BNP, CTLM, mais les taux étaient attractifs. Il y a pas eu d'anguille sous roche, quoi. Ok. Non, il y avait pas de loup. C'est indiscret de vous demander combien a coûté l'installation. Pour les 24 panneaux, on est à 23 000 €. Tout compris. Mais en général, une maison, c'est neuf, hein. Nous, on est vraiment, elle est vraiment hors catégorie, quoi. D'accord. Bah oui, 300 mètres carrés habitables, on est hors catégorie. Au départ, on se dit, oh là là, mais ça fait une grosse somme. Mais en fait, quand on fait bien le calcul, parce que moi, c'est comme ça que j'ai raisonné, parce que je voulais pas sortir de l'argent en plus. D'accord. Parce que ça fait encore un crédit, en fait, j'ai presque envie de vous dire. Ouais. Et tandis que là, et ça, il m'avait bien fait la simulation entre ce que je consommais avant en électricité et l'économie que je faisais. Si vous voulez, ça finance mon prêt. Donc, en fait, je ne sors pas rien, quoi. 1 € de plus. Au contraire, je gagne 50 € par mois, tout en investissant. Sur 12 ans. Ouais, c'est ça, sur 12 ans. Et avec une garantie de 25 ans. Donc, en fait, j'ai pas hésité une seconde, puisque, vous savez, quand on fait un emprunt, on hésite, on calcule, on se dit, est-ce que ça va rentrer dans le budget et tout. Tandis que là, de toute façon, au contraire, je faisais quand même une économie. Donc, la question, elle s'est même pas posée. Elle s'est même pas posée. Je suis certaine que tout ceci vous amène déjà à réfléchir aux économies d'énergie ou aux économies tout court que vous pourriez faire dans votre maison ou votre future maison. Je vous propose de retourner auprès de Cédric, à qui j'ai demandé quels freins ou quels obstacles il rencontrait chez les clients auxquels il parlait d'autoconsommation solaire. Un des principaux obstacles, c'est déjà le prix. Puisqu'on a quand même des solutions qui sont, nous, on les souhaite le plus accessibles possible pour nos clients. Mais bon, l'autoconsommation est un secteur qui n'est pas du tout aidé. Alors, il y a une petite prime à l'investissement, mais qui est l'équivalent à peu près de 10% du montant total du projet. Donc c'est assez faible.
Donc le premier obstacle à franchir, c'est le prix. Donc le prix, c'est un obstacle assez court terme, j'allais dire, parce que quand les gens se projettent à horizon de 10 ans, ils voient que la rentabilité, elle est là. Ouais. Une dizaine d'années, on rentabilise son projet. Mais bon, faut quand même sortir 10, 12, 15 000 euros pour pouvoir bénéficier de son installation solaire. Donc c'est quand même pas neutre à un instant T, voilà, quand on doit faire des choix pour sa maison. D'accord. Ça, c'est le premier obstacle le plus criant, j'allais dire. Puis le deuxième obstacle, s'il doit y en avoir un deuxième, ça serait peut-être le fait que, effectivement, l'autoconsommation, ça ne permet pas d'être 100% indépendant dans sa maison. Sûr, ouais. Voilà, la nuit, on a encore besoin de consommer, on a besoin d'électrons. Aujourd'hui, les solutions de stockage sont pas complètement abouties. Enfin, ça reste des choses qui sont un peu à la marge. Et donc, du coup, voilà, il faut quand même rester connecté au réseau et il faut pas dans l'inconscient, ça peut parfois être un peu déceptif parce que les clients pensent que ils vont pouvoir installer une solution et puis être 100% autonome. D'accord. Vous parliez de 10 à 15 000 euros, c'est à peu près la fourchette sur laquelle il faut miser au départ, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nous, on a des installations qui commencent aux alentours de 8 000 euros pour la moins chère. Et puis, on va, en fonction de la puissance, de la taille de l'installation. Donc ça, c'est une installation qui fait à peu près 15 mètres carrés, qui fait 2,3 kilos, pour parler un peu technique. Et on va jusqu'à à peu près 20 000 euros pour une installation de 9 kilos, qui est une installation qui fait là plutôt 45 mètres carrés et qui va prendre une grande partie du coût de la toiture. La surface, j'imagine, de l'installation dépend des besoins. Exactement, des besoins actuels ou des besoins un peu projetés. Nous, on a toujours une approche avec nos clients en se disant, ok, donc vos besoins actuellement, c'est tant de kilowattheures consommés par an. En revanche, vous me dites que vous avez prévu d'acheter un véhicule, de changer effectivement votre pompe à chaleur, enfin remplacer votre chauffage actuel par une pompe à chaleur ou que sais-je, mettre une piscine, voilà, je sais pas, mettre une clim. Enfin voilà, on a différents types de clients. Donc on essaye de vraiment prendre en compte aussi les besoins à venir pour dimensionner au mieux l'installation. Ce qui nous contraint, enfin les éléments, on va dire, différenciants pour dimensionner une installation, c'est d'abord la place en toiture. Parce qu'effectivement, si on a très peu de place, quand bien même il y a des gros besoins de la part du client, on pourra pas mettre un gros générateur, sauf à l'installer au sol, effectivement. Et puis d'autre part, ça va être les besoins en consommation de la maison qu'on va regarder actuels et à venir. D'accord. Le rôle des filles dans tout ça, c'est bien sûr d'éduquer, entre guillemets, en tout cas de proposer la solution à vos clients, parce que tout le monde a vu les panneaux solaires, mais on n'est pas forcément au courant qu'on peut les avoir chez soi, voilà, et que ça fonctionne, etc. C'est dans toute la préparation technique, la pose. Ouais. Et on les accompagne aussi sur le volet administratif et financier, c'est-à-dire que nous on propose vraiment une offre clé en main. Donc le client il signe avec nous, donc on est contractant général, il signe avec nous EFI, donc on est responsable de son installation et c'est avec nous qu'il traite de A à Z jusqu'à la mise en service de son installation. Donc ça c'est facile pour lui parce qu'il a qu'un seul interlocuteur. Et on va réaliser en fait différentes choses. On va faire d'abord les démarches administratives auprès de la mairie. Donc on va s'assurer qu'on obtient bien les accords de l'entité de l'urbanisme pour pouvoir installer les panneaux solaires conformément au plan qu'on a fourni, etc. Donc ça c'est un point important parce que il y a encore des mairies qui sont pas complètement d'accord. Ou il y a l'architecte des bâtiments de France qui peut également mettre des préconisations ou des prescriptions qui peuvent empêcher le projet. Donc c'est une étape qu'il faut pas. Ça. Ça arrive. Okay. Ça arrive de façon assez régulière. Donc il faut pouvoir défendre le projet. Nous, on a l'habitude aussi de le faire, donc on prend le temps d'échanger aussi avec ces professionnels de l'urbanisme pour essayer de leur montrer en quoi la solution qu'on propose, elle est intéressante à la fois pour le client et trouver le meilleur compromis esthétique qu'on peut avoir quand il y a des problèmes de co-visibilité avec des monuments historiques, par exemple. Ensuite, on fait des démarches de raccordement, donc on va se rapprocher du gestionnaire de réseau pour mettre en place tous les documents qui sont nécessaires pour s'assurer que il y aura bien la possibilité pour le client de réinjecter ces électrons sur le réseau, et ces électrons ils sont réinjectés, ils seront valorisés à un prix d'achat de 13 centimes actuellement, donc c'est important pour le client qu'il puisse avoir son contrat en bonne et due forme.
On va l'accompagner également sur le volet financier, c'est-à-dire qu'on peut lui proposer, nous, de passer par un partenaire financier qui est BNP. Sur le financement de l'installation, c'est ça ? Le financement de l'installation, avec des prêts qui vont jusqu'à 15 ans. Donc voilà, donc on l'accompagne sur toutes les dimensions de son projet et puis jusqu'à l'installation et la mise en service. Ensuite, avec notre installateur. D'accord. C'est un projet quand même qui nécessite de franchir différentes étapes. Nous, on a l'habitude de le faire, donc on espère le faire bien. Et nos clients, quand ils le font qu'une fois, pourquoi ils nous remercient souvent, c'est de nous dire, super, merci de m'avoir accompagné sur toutes ces démarches parce que j'étais vraiment perdu et à chaque fois vous avez été là pour m'expliquer ce qui allait se passer et comment ça allait se faire, quoi. C'est un chemin qui est pas complexe, hein, mais quand on le fait une seule fois dans sa vie, peut paraître un peu compliqué quand même. Ouais, voilà. Je comprends. Pourquoi choisir EFI plutôt qu'un autre acteur ou plutôt que personne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même en passant directement auprès de l'installateur, par exemple? Pourquoi choisir EFI d'après vous? Je dirais que l'avantage de choisir EFI, c'est d'avoir en fait le petit package administratif en plus. Ouais. Alors l'installateur, il peut le faire, et nous, on travaille tous les jours avec les installateurs, donc on le voit bien. Je pense que c'est pas évident non plus pour les installateurs d'être au four et au moulin. Ouais. D'être à la fois sur la partie administrative et d'être expert un peu de la réglementation, parce que les choses changent souvent. D'accord. Donc pour eux, c'est pas évident de toujours être à la page de ce côté-là. Là où nous, on a plus les ressources et c'est plus notre domaine, donc on est plus à même de pouvoir être à la page, être au bout systématiquement sur la réglementation. On est capable de répondre tout le temps au téléphone, parce que globalement, on a des équipes qui sont dédiées à ça, hein, qui sont là pour répondre aux clients. Là où un petit installateur, il va être sur chantier, il peut pas toujours répondre. Enfin, on le comprend bien. Bon, moi, je dirais que c'est un peu complémentaire. Nous, on travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires. Et choisir EFI, c'est choisir aussi cette simplicité et quelque part, nous on l'appelle notre offre sérénité, c'est-à-dire voilà la possibilité d'acheter une solution, d'avoir quelqu'un au bout du fil quand on veut parler à quelqu'un, voilà, de savoir que le contrat il sera en bonne et due forme, que la réglementation on la connaît, voilà, qu'il n'y aura pas d'erreur administrative, etc. C'est s'acheter en fait ce côté sérénité. Ouais, je comprends. S'il ne fallait retenir qu'une chose sur l'autoconsommation solaire, si vraiment vous voulez que les auditeurs de ce podcast partent en retenant quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Le principal message, c'est quand même, ça permet de faire des économies et de se dispenser du réseau. D'accord. Maintenant, le solaire est vraiment un des outils pour se mettre à l'abri de la hausse de l'électricité, pour faire des économies, et que toutes les personnes qui peuvent le faire, donc globalement qui ont isolé leur maison, voilà, qui ont fait des travaux un peu prioritaires, hein, je dis pas que c'est une priorité, ça le deviendra peut-être dans l'avenir, mais voilà, quand on a fait ce qu'il fallait faire dans sa maison, je pense qu'il faut vraiment pas se poser de questions et en profiter, quoi. Retour chez Gaël, à qui j'ai demandé de dresser le bilan de son expérience de l'autoconsommation solaire. Donc là, vous avez quasiment 1 an d'expérience. Quasiment, 1 an de recul, de la pause. Est-ce qu'il y a une grosse variation en fonction des saisons en termes de production et de consommation aussi, d'ailleurs? Oui, effectivement. Forcément, l'été, d'abord, les jours sont plus longs. Ouais. Donc, forcément, vous produisez plus longtemps. Mais ça m'a surprise, je m'y attendais pas, mais même en hiver. Alors quand il pleut, non, la production est assez faible, hein, quand le temps est très gris et qu'il pleut. Mais un temps gris ou vous savez, même un peu laiteux, je produis quand même, en tout cas suffisamment pour ne pas consommer d'électricité la journée quand j'utilise mes appareils en autoconsommation. Wow. Après, je produis pas énormément, mais ça me suffit sur ma consommation. Sachant que vous vivez à 6 ici. 6 personnes. En permanence, hein, c'est pas... En permanence. Donc j'ai bien compris que vous étiez contente de votre collaboration avec EFI, de l'accompagnement d'EFI. Si vous deviez qualifier leur service, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là? Professionnel, compétent, super aimable en plus. Parce que ce qui gâche rien. Ce qui gâche rien, non, parce que au départ on a le commercial, après on voit le technicien, après on a la personne qui s'occupe du dossier de financement et tout. Et j'avoue que en plus avoir eu des sacrés fous rires avec eux. C'est vrai. Non mais parce que
Après, moi, je suis un peu Miss Commune, donc forcément, il nous arrivait des trucs un petit peu improbables. Comme quoi, par exemple? Des conneries, un dossier que j'envoie qui reçoivent pas ou... En plus, on finit par les connaître. Enfin, moi, je vois, il y avait Amine et tout ça. Il est super gentil. Quand vous l'appelez, c'est pas impersonnel. Je lui dis, c'est Madame Mallet, il sait qui je suis. Vous voyez, vous tombez pas sur une plateforme qui connaît pas votre dossier, qui sait pas qui vous êtes. Vous avez un seul interlocuteur. D'accord. Quand vous l'appelez, vous tombez sur lui. Si vous l'avez pas, il vous rappelle. Et on n'attend pas une semaine avant qu'il vous rappelle. Et puis on a eu des fous rires parce que justement je venais d'avoir notre chien, puis à un moment donné je dis Sarko viens ici, alors lui il éclate de rire et puis alors il raconte ça à tous ses collègues. Moi je pense que Madame Mallet devait être un peu connue, mais je trouve ça génial parce que ça met de l'humain quoi. Ils sont pas que dans le et puis en plus un truc que j'ai vraiment apprécié, j'avais une question à lui poser l'autre jour, il est plus à ce poste-là, il est à un autre poste. Bon, j'avais son adresse mail. Il a renvoyé vers sa collègue qui m'a pas répondu, mais moi je savais pas que c'était plus lui qui était à ce poste-là. Donc j'ai réitéré ma demande et il s'est excusé en expliquant que c'était pas lui qui s'en occupait actuellement, mais il a quand même fait la démarche de faire ce que je lui demandais. C'est pro. Ok. Voilà. Non, mais rien à dire. Rien à dire. Non, mais vous avez plus ça aujourd'hui. Et en plus, l'entreprise qui nous ont choisi, elle est juste à côté à Saint-Égulin. On va les voir. On a un souci. Voilà. Et je pense qu'ils sont très rigoureux dans la façon dont ils sélectionnent les entreprises, parce que ils sont à l'image de ce qui est fait dans leur démarche en fait. Donc il y a un. Moi, je suis contente. Ok, super. Et pourtant, je suis quelqu'un d'un peu chiant, je reconnais. On est très contente des changements qu'on a opérés l'année dernière, que ce soit pour la voiture électrique, parce que pareil, pour nous, c'est très intéressant parce qu'en fait, on fait plein de petits trajets. Parce que c'est vrai qu'à la campagne, vous voulez aller acheter du pain, vous prenez votre voiture, vous faites 6 km pour aller chercher du pain. C'est une 100% électrique que vous avez prise ou une hybride? Une petite Zoé. D'accord. Mais nous, ça nous convient très très bien. Et on est content parce que du coup, on est en autoconsommation aussi pour la voiture. Donc ça, c'est le rêve aujourd'hui. Quand on voit le prix. Frimer là, maintenant. Là, je frime, mais à 100%, parce que quand je roule, je me dis, ça me coûte rien. Mais grâce aux panneaux solaires, en fait. Pour le chauffage, c'est pareil, avec le système de la pompe à chaleur, je fais une économie aussi énorme, quoi. Alors déjà, en termes de consommation d'énergie globale, une pompe à chaleur, c'est quand même 70% d'air et 30% d'électricité. Donc déjà, par rapport au fuel, sans les panneaux solaires, ça aurait été hyper intéressant. Mais avec les panneaux solaires, je double le bénéfice, quoi. D'accord. Et je pense que à l'heure actuelle, si on vit à la campagne, on est forcément écolo. Et c'est vrai que la nature se dégrade et qu'il se passe quand même des choses sans tomber dans le catastrophisme un peu inquiétantes. Moi, j'ai un grand potager, je vois bien que c'est plus sec, c'est plus chaud. Enfin, les saisons changent. Quand on est à la campagne, on observe les migrations. Elles se font plus tout à fait à la même date. Enfin, il y a des choses, il y a un bouleversement climatique et c'est pas qu'une idée reçue. Et il faut être conscient que toutes ces énergies, il faut qu'on en prenne soin et qu'on y fasse attention. Et on a la chance que la nature nous donne des possibilités comme le soleil. Et ça fait pas de mal que d'utiliser le solaire. Ça n'a pas d'incidence sur l'environnement. C'est ça. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez vécu pendant un certain moment de votre vie à plusieurs reprises, je crois, dans des grandes villes, que désormais vous êtes dans une zone qui est très rurale, on peut le dire, mon GPS s'y est perdu. On peut dire un trou du cul du monde. Mais pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est très joli. Non, mais moi je faut connaître. Mais c'est très bien parce que quand on le découvre, on tombe amoureux du coin. Donc ça fait partie des petits trésors qu'on veut pas trop dévoiler parce que on est quand même assez tranquille. Non, je dirais pas où c'est exactement. Je dirais pas. Sans mon GPS ne s'en souvient même plus déjà. Mais déjà il vous a pas trouvé. J'ai dû être aiguillée par téléphone qui fonctionne, donc on n'est pas en zone blanche. Non. Je sors un peu du contexte, mais je reste dans le sujet de ce podcast. Vous qui avez fait ce chemin de la grande ville, pas forcément directement, mais peu importe, vers le monde rural, est-ce que vous auriez un conseil particulier à tous ceux qui voudraient faire pareil et qui rêvent de vivre au vert? Alors, quand on vient vivre à la campagne, il faut avoir une faculté d'adaptation importante. Parce que les gens à la campagne ne vivent pas comme en ville.
Et si vous arrivez en conquérant je suis le gars de la ville qui arrive à la campagne, vous n'allez pas vous faire des copains. Et quand on se fait pas des copains à la campagne, c'est pas rigolo du tout. Ouais. Voilà. À la campagne, il y a les coqs qui chantent. À la campagne, il y a des gens qui chassent. Ouais. Parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie des traditions. Il y a des bruits à la campagne. Ouais. Mais il y a des bruits qui sont beaucoup plus agréables à entendre que le bruit des voitures. Voilà, mais il faut être capable de s'adapter. C'est vrai qu'en ville, moi je l'ai vécu aussi, on s'occupe pas de ses voisins, on s'occupe pas des uns des autres, on vit tout seul. Quand vous vivez à la campagne, vous allez toujours à un moment donné avoir besoin de votre voisin. Et donc, dans l'idéal, c'est que nous ici, on est un petit bourg, mais on s'entend tous, on s'entraide tous. Quand ma voisine s'en va en vacances, je m'occupe de son cheval, je m'occupe de ses chiens, je m'occupe de ses chats. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mon autre voisine qui est venue parce qu'elle avait besoin du copain qui était... La porte est ouverte. La porte est ouverte, mais la porte est ouverte pas que chez moi, chez tout le monde autour aussi. D'accord. Et ça, c'est hyper important. Quand on a cet esprit d'ouverture et qu'on peut accepter qu'on soit différent des uns des autres, parce que moi, quand je suis arrivée ici, j'ai pas du tout la même culture, pas du tout la même éducation. Quand on a cette ouverture d'esprit, la vie à la campagne, ça peut être une formidable réussite. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous préférez dans cette vie ici ? Dans votre vie aujourd'hui, allez, j'élargis entre campagne et votre activité professionnelle, je comprends qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Je dirais un mot, l'authenticité. Ah, ok. Ouais, je pense que ça résume. Très bien. Cet esprit, parce que c'est un état d'esprit, c'est ce que je dis, c'est vraiment un état d'esprit que de vivre à la campagne. Justement, avant la maison que j'avais à côté, c'était une location à l'année, et l'envie d'ouvrir des gîtes, c'est de le faire découvrir aux gens, ça justement. Le partage, il faut qu'on revienne à ces valeurs-là, et arrêter de partager tout à travers un écran et le faire en vis-à-vis. Si on revient à ça, on va se sauver de nous-mêmes, quoi. Je pense. Le gîte ouvre quand alors ? Je vais les ouvrir bientôt, mais dans un esprit de partage. J'ai envie justement de faire table d'hôte, mais à la demande, et leur faire goûter, parce que moi j'ai un mari chasseur, et montrer aussi que la chasse c'est pas que pour tuer. Moi tout ce qui chasse, je le transforme en... Je fais des terrines, je fais des pâtés, je fais des saucisses, je fais plein de choses. Et tout ça est utilisé, et enfin les gens quand ils viennent manger, ils se régalent, ils adorent, et c'est tout ça que j'ai envie de faire partager, quoi. Okay. Avec les légumes du jardin, c'est la vraie vie. Ouais. C'est la vraie vie. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et pourtant, je suis une citadine, hein. Donc, un petit peu convertie là quand même. Ouais, mais parce que j'ai fait la démarche aussi d'avoir envie. J'aurais pu venir ici en me disant, je continue à aller à Inter. Moi, avant, j'ai acheté des boîtes de raviolis, des lasagnes toutes prêtes, parce que c'est quand même super pratique, quoi. Et puis quand on n'a pas la place d'avoir un jardin et tout. Mais en fait, c'est hyper intéressant, pas qu'économiquement, on retrouve des goûts que peut-être que même on n'a jamais connus. Moi, j'ai toujours vécu en ville, et le goût de la tomate, je savais pas que ça avait ce goût-là quand on l'a fait pousser. Et non, c'est chouette. Et je me dis que pour les gens qui n'ont pas la possibilité de connaître ça une fois, puis l'échange, et puis le fait d'échanger avec des gens qu'on connaît pas, je trouve ça génial, quoi. Parce que on apprend de chacun, et ça peut être sympa. Donc voilà. Le partage. C'est une notion que j'aime beaucoup. Je l'entends bien. Un grand merci, Gaëlle. Non, mais je vous en prie. Pour cette conversation. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.